D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Est-ce que vous sentez que vous vivez libre et que vous vivez dans un univers, une atmosphère, un climat solidaire? C'est-à-dire où il y a de l'entraide, où il y a de façon naturelle quelqu'un qui donne la main à un autre. Ou alors non, c'est individualiste, c'est cadré, il y a des périmètres qu'on n'ose pas franchir, des frontières qui semblent être complètement infranchissables. Aujourd'hui, on va en parler avec la Fédération des acteurs solidaires, de la solidarité. Bonjour les amis, je vous laisse vous présenter la fédération et puis les acteurs autour de la table. Alors, je suis moi, Jimmy Bonmané, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité Océan Indien, puisqu'il s'agit d'une fédération sur le plan national, et nous aurons autour de la table aussi certains de nos adhérents. Voilà. Et moi, je suis Karina Yagapin, l'assistante de direction à la FASOI, Fédération des acteurs de la solidarité Océan Indien. Moi, je suis Madame Rachonerina Marie-Ange, présidente de l'association Tifripri, lutte contre les violences intrafamiliales. Tifripri qui fait des vêtements d'occasion. Des vêtements d'occasion. Et en même temps qui aide les gens. Qui aide les gens dans... Oui, où il y a de la violence intrafamiliale. Là où il y a les violences intrafamiliales. Voilà. Ça a l'air d'être beau ça aussi. Monsieur. Donc Frédéric Rousset, bénévole, président du collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, le CEVIF, dont est membre Tifripri, nous-mêmes étant membres de la FASOI. Et dans la FASOI, il y a d'autres partenaires tels que... Alors, les adhérents de notre fédération sont des acteurs de l'hébergement, du logement, de l'accompagnement sous toutes ses formes, de l'insertion par l'activité économique et également de la santé. Comment ils s'appellent si les gens veulent les retrouver ? Alors, il y en a... à La Réunion, nous sommes 18. Voilà. Ah, on va pas toutes les citer. Voilà, mais... on ne va pas toutes les citer, mais on a des structures comme le CEVIF et d'autres. Un acteur sur le tampon, par exemple, qui traite aussi des violences intrafamiliales, c'est la FEV, par exemple. Comme après, on a chez nous la Fondation du Père Favron, la LEFPA, etc. Donc des acteurs beaucoup plus connus sur la place publique. D'accord, et vous vous fédérez ensemble. Voilà, très bien. Bon, on a fait le tour de table. Passons au vif du sujet. Quels sont les besoins des gens ? Qu'est-ce qu'ils rencontrent dans leur quotidien ? Les personnes que vous avez rencontrées, et comment vous y êtes arrivé à ça ? À arriver à agir là-dedans ? C'est un combat de tous les jours. Ce sont avant tout des parcours, pour ce qui nous concerne, des parcours de sortie de violences intrafamiliales. Et il ne faut pas se payer de mots, c'est long. Ce sont des personnes qui, dans un premier temps, souhaitent être entendues, reconnues comme victimes à part entière, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Violence intrafamiliale, ça pose bien le fait que les victimes, ce sont essentiellement des femmes, si on regarde les statistiques, mais nous accompagnons aussi des hommes et des enfants qui ne sont plus considérés à l'heure actuelle comme des victimes collatérales, un terme très, très moche, et comme des victimes à part entière. D'accord. Comme moi, on a l'objectif d'ouvrir l'association parce que je connais comment c'est, j'ai déjà passé par là, je n'en cache pas. Et c'était très difficile. Quand tu es une femme battue et que tu sors chez toi avec zéro et que tu passais tous ces parcours-là pour passer dans des centres d'hébergement à gauche, à droite, c'était très difficile. J'ai passé beaucoup de temps dans des centres d'hébergement. Et c'est toujours mon objectif un jour d'ouvrir l'association un jour pour aider, pour soutenir les personnes qui sont dans des centres d'hébergement. Donc, voilà. Et quand on est dans ces situations-là, on ne se sent pas forcément libre, justement, on se sent un peu en prison. C'est pas qu'on est en prison, mais c'est la peur surtout. La peur. Ouais, la peur. De s'en sortir quand tu sors sur la route et qu'il y a quelqu'un qui te cherche à gauche, à droite. Tu as tes enfants, tu penses que toi, tu vas protéger tes enfants, enfuir chez toi, or que tu n'es pas libre.
Tu sors dans la peur sur la route et tout ça, donc, et tu t'enfermes, on se renferme. Oui, dans sa tête, et puis on se dit on peut plus sortir, rencontrer quelqu'un. Ouais. Dernièrement, j'ai rencontré une maman qui s'appelle Marie, et qui n'osait plus aller vers les autres parce qu'elle avait un mari qui la pourchassait pour avoir l'enfant aussi. Il y avait des procès judiciaires, même avec ça, il y avait des risques de représailles et des menaces. Mais dans ces situations-là, moi je pose la question, mais comment on fait pour se libérer? On rencontre l'autre, c'est quoi les moyens? Psychologiquement, et puis heureusement, il y a aussi les services sociaux qui accompagnent de A à Z. Il y a les psychologues, il y a les services sociaux qui te montrent. À l'époque, je me rappelle que je ne connais rien déjà. On a passé devant les tribunaux. Je ne sais pas m'exprimer, je ne comprends pas trop le français et tout. Et c'est grâce à eux que je m'en sors aujourd'hui. Je leur remercie bien. D'accord. Waouh. Faisons le tour. J'apprends beaucoup là de vous. Parlez-nous des publics que vous avez, des expériences que vous avez rencontrées dans vos assos respectifs. Dans ce genre de situation, elle le disait très bien, les personnes sont en situation d'insécurité. Et cette insécurité fait qu'en même temps, il y a une difficulté à pouvoir se projeter, à s'imaginer dans une semaine, 15 jours, un mois, un an. Et cette difficulté-là risque de les maintenir longtemps dans cette situation, en même temps d'insécurité et d'absence d'avenir. Je ne cache pas aujourd'hui, je n'ai pas encore confiance en moi, mais bon, je garde toujours la foi, je dis je vais arriver. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je suis fière quand même. Déjà, vous avez assez confiance pour venir sur le plateau? Ouais. C'est-à-dire, si vous aviez vraiment très peur de quelqu'un qui vous pourchasse, vous ne serez pas venu peut-être? C'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. C'est déjà une heureusement, étape de sinon je ne serais pas là. Et vous arrivez à vous projeter, comme disait monsieur, vous arrivez à envisager l'avenir? Oui, bien sûr. Vous l'envisagez vers où? Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que... Un avenir où vous vivez libre? Je vivais libre, oui. Ouais. Le jour où j'ai trouvé mon appartement, déjà. Ouais. Quel bonheur. J'étais waouh. Je suis sortie de ça. Centre d'hébergement, c'est une étape, première étape déjà. Après, 1 an après, je suis dans un appartement avec mes 2 enfants. J'ai encore suivi pendant quelques temps avec les services sociaux. Et après, j'ai dit, c'est bien quoi. Après, je commence à reconstruire, je commence à travailler et tout. Waouh. C'est un sacré parcours. Ouais. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette courage d'avoir avancé dans la vie parce que se passe trop de choses dans leur vie et que ça les enferme et qu'ils ont du mal à avancer. Et j'ai toujours encouragé les personnes qui sont dans des centres d'hébergement de trouver le courage et de faire confiance aux services sociaux qui leur accompagnent de A à Z pour s'en sortir. Tout seul, on n'arrivera pas. De quoi on a besoin quand on est dans cette situation? Admettons, par exemple, demain ça m'arrive ou ça arrive à quelqu'un. Ça peut de quoi est-ce qu'on a besoin psychologiquement? Quels sont nos besoins en termes matériels? On répète services sociaux, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. On a besoin de quoi en fait? D'un soutien, d'une écoute. Une écoute. D'un lieu où on se sent en sécurité. Parce que comme madame, j'ai été dans une situation assez compliquée suite à un divorce. Et moi, par contre, j'ai pas eu de l'aide. J'ai subi toute seule. Et quand on va à la gendarmerie, à la police nationale, et que on n'a pas d'aide, en fait, ils nous écoutent, ils prennent la plainte, mais c'est tout. Ils nous orientent pas, en fait. Et quand je suis arrivée à la Fédération des acteurs de la solidarité et que j'ai vu toutes ces associations qui œuvrent là-dedans, tous les dispositifs qui existent, j'ai été étonnée. C'est pour ça que ça m'encourage à rester dans cette association-là, en fait. Enfin, dans la fédération, du moins. D'accord. Qui a besoin d'une écoute, d'un accueil. Oui. Comme vous disiez. Parfois, quand on va à la police, ils ne nous croient même pas. Oui, ça ils sont pas formés pour ça. C'est pas de leur faute aussi. Mais ça pourrait être une formation inclue dans la profession. Et il faudrait aussi que les associations comme le CEVIF et tout ça, qui tiennent une permanence là-bas, ou je sais pas, dans les services de justice, comme ça, les victimes, elles seront moins seules à ce moment-là, quand elles viennent expliquer leur cas, parce que c'est du courage déjà pour y aller.
au centre de justice, c'est ça? Oui. Alors, relevant quand même les avancées, des avancées notables, c'est clair que même alors aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage que de franchir le seuil d'un commissariat ou d'une brigade. Mais relevons déjà la présence des intervenants sociaux du département en commissariat et en gendarmerie qui sont là pour justement faire le relais avec tout le réseau qui œuvre à ces sorties à ces parcours de sortie de violence intrafamiliale. Ce sont des assistants sociaux mis en place par le département. Il y en a une douzaine dans les commissariats qui tiennent permanence dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. De toute l'île. Toute l'île. 12 pour toute l'île. Oui. Pas assez, quand même. Il en faudrait combien pour C'est pas assez, vraiment bien traiter les gens? Là, il faut s'interroger. Ils doivent être débordés, là, non? Oui, mais Ah oui, ça, c'est je sûr. pense qu'il faut tous se mettre en situation d'agir. Ouais. Parce qu'on a vite fait de stigmatiser telle ou telle institution. Ouais. Mais la réalité, je me souviens d'un ancien procureur qui me disait « Je reçois beaucoup de lettres de dénonciation sur tel homme politique, telle corruption, etc. Mais j'en ai très peu dénonçant le voisin qui tape sur sa compagne. Ouais. Bon, des enfants qui sont maltraités, vous avez des chiffres qui mettent en exergue le fait qu'il y aurait dans chaque classe 3 enfants incestés. Donc ça, c'est une... À La Réunion, c'est un vrai fléau, apparemment, ça. En France hexagonale également, il y a une commission qui s'appelle la CIVIS qui a été mise en place, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le CEVIF bataille pour que cette commission vienne à La Réunion. C'est une commission qui a pour méthodologie de partir du témoignage des victimes, d'écouter les victimes pour ensuite préconiser de nouvelles lois, de réviser de nouvelles lois. Co-présidée notamment par l'ancien juge pour enfants Édouard Durand, qui est bien placé pour savoir que souvent la loi est impuissante devant cette réalité dramatique. Et donc moi, je travaille avec le conseil départemental pour qu'on puisse faire venir cette commission. Ça aurait une portée symbolique forte que d'accueillir les victimes au sein de l'hémicycle du conseil départemental pour les écouter. C'est effectivement un problème qui est vieux comme le monde, sous toutes les latitudes, mais je pense que ça serait à l'honneur de La Réunion que de regarder dans les yeux ce problème. Ça ne va pas le faire disparaître d'un coup de baguette magique, mais au moins qu'on reconnaisse qu'il y a cette problématique sur notre île. Donc intégrer les victimes au centre de décision et de création de solutions. Oui. Peut-être, pourquoi pas intégrer du coup les bourreaux? Pourquoi pas intégrer les acteurs de violence? On les appelle comme ça, je crois. Auteur. Les auteurs. Les auteurs, c'est ça? Les auteurs. Au tout début du Grenelle, Marlène Schiappa, qui avait en charge le secrétariat aux droits des femmes, avait été interrogée par un journaliste, je crois, de La Croix, qui lui disait « Mais pourquoi ne pas prendre en charge les auteurs ?» Et de manière très spontanée, au début, elle disait « C'est pas très politiquement correct, les associations féministes vont tomber sur le rame. » Et puis à la fin du Grenelle, les lignes ont bougé, elle-même elle a changé d'avis, et les appels à projets sont sortis de terre. Et à La Réunion, pris en charge par une association qui s'appelle le Réseau Vif, et il y a un centre de prise en charge des auteurs. C'est-à-dire que notre société a finalement compris que pour régler le problème, il fallait s'occuper des victimes, mais il fallait aussi s'occuper des auteurs qui quelquefois sont d'anciennes victimes. Donc comment faire pour briser cette chaîne? C'est difficile, hein, je trouve. Je connais le Réseau Vif à l'époque quand j'étais dans des centres d'hébergement. Ils ont pris en charge plus les victimes que les auteurs. Et pour vous, ce serait utile d'aussi d'être à l'écoute des auteurs? Pas vraiment, parce que ça en dépend, parce que les auteurs, il y a des psychopathes. Ouais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais. On ne peut pas dire oui. Ils peuvent passer aussi comme des victimes aussi, d'un sens, mais après, il faut savoir. Je ne sais pas comment les réseaux sociaux peuvent accompagner ce genre de personnes, mais... Moi, il me semble qu'on a des problèmes. On a des problèmes des psychologiques problèmes, du fait de nos vécus, notre passé, notre famille, tout ça. Et je me mets dans la peau si on se met dans la peau d'un auteur, il n'est pas devenu, il n'est pas né violent, quoi. Je veux dire, il n'est pas né en tapant sa mère, en cassant tout, il lui arrivait un truc. Souvent c'est des hommes, j'imagine, donc il a dû leur arriver un truc où socialement, sociologiquement parlant, il s'est produit une transformation qu'ils n'ont peut-être pas acceptée, comme par exemple le pouvoir d'achat des femmes, la décision des femmes, le travail des femmes, l'indépendance des femmes, qui dans l'inconscient collectif peut peser tout à coup. Et puis on est dans une société assez possessive, on se possède les uns les autres comme des objets.
l'humain C'est ça. utilise l'humain et il aime les objets, au lieu que l'humain aime l'humain et utilise l'objet. Cet état de fait seul explique la violence qu'on peut avoir les uns avec les autres. Je te possède. C'est-à-dire la personne va dire je te possède, t'es à moi. T'as pas le droit de partir. T'es comme ma voiture, t'es comme mon chien, t'es comme ceci. C'est ça. exactement ça. C'est Oui, ça. c'est ça. Ouais. Et c'est ce que longtemps a posé notre histoire même à La Réunion. L'esclavage, c'était hier. Je sais bien que certains historiens disent qu'il n'y a pas de lien à faire entre l'esclavage et les violences. Effectivement, encore une fois, les violences existent malheureusement sur toute la planète, mais force est de constater au regard des statistiques qu'elle est vraiment exacerbée à l'île de la Réunion, parce qu'on est année après année souvent dans le peloton de tête des violences avec la Guyane, avec la Corse. Donc il y a bien une histoire qui explique que les chiffres sont plus aigus ici que sous d'autres latitudes. Ici, sur ce même plateau, est intervenu Arnold Jacou, Oui. qui avait écrit un livre, Un dernier homme, je crois. Le dernier homme. Le oui. dernier homme. Et en fait, on avait parlé de mettre en place éventuellement des sessions Les hommes parlent aux hommes. Pour justement s'inviter à comprendre nos violences, à comprendre nos façons de faire. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments comme ça où, tu sais, il y avait la guerre. Et tout à coup, un prince comme Ashoka va dire mais non, c'est une horreur, on va arrêter la guerre. Et puis on va arrêter la guerre dès que la nuit tombait. Et puis on va faire en sorte que personne ne meure. Et petit à petit, on a fait des concours, on a fait des jeux olympiques, des jeux pour que les gens puissent se battre quand même, mais sans se faire trop de mal. Il y aurait une violence qui est là depuis des lustres, depuis que l'homme existe en fait, mais qui serait à canaliser, pas à prendre en charge, parce que c'est peut-être pas une charge, mais c'est peut-être une force qu'on n'a pas su investir, une force qui est devenue tout à coup destructrice. Et on peut dire ça avec peut-être la violence physique, mais aussi il y a la violence morale, psychologique, de quelqu'un qui insulte, la violence financière, de quelqu'un qui accumule tellement en partageant si peu que le reste n'a plus rien pour vivre. Et on en est là. Vous, comme vous êtes dans la fédération, vous gérez tous ces assauts, vous devez avoir plein d'exemples de ça, de vécu. Oui, mais pour revenir sur, mon ami du CEVIF le disait bien, pour revenir sur l'histoire de la Réunion, même si effectivement on ne fera pas de lien direct entre l'esclavage et les situations de violence, mais n'empêche que, je serais presque tenté de dire, traditionnellement, on a cette espèce d'habitude d'acceptation de tout. Et il y a bien un proverbe créole qui dit « Dans nous, il a point bataille ». On dit toujours oui à tout. Sauf qu'à tout ramasser, au bout d'un moment, on finit par exploser. Ça peut être, ouais. Et quand on explose, c'est cet accident de vie qui fait qu'on devient auteur de choses qui ne sont pas acceptables, en fait. Et notre rôle à nous, parce qu'on connaît des gens qui ont connu différentes formes d'accidents de la vie, comme je disais, notre rôle à nous, y compris par rapport aux auteurs, c'est de donner à chacun la place qui est la sienne, lui permettre de revenir dans cette société, d'essayer de comprendre. Et quand on comprend, on n'excuse pas forcément. Comprenez bien. Ça ne veut pas dire que parce qu'on accompagne un auteur, qu'on est d'accord avec ce qu'il a fait. C'est ça. On prend juste conscience qu'il y a quelque chose de difficile pour lui aussi. Et on va essayer de l'amener à mieux fonctionner avec les autres dans cette société, parce que c'est de ça dont on a besoin. Ben oui, on réglerait le problème, cher ami, à la source. C'est-à-dire, s'il y avait dans nos éducations scolaires un volet coopération, par exemple, entraide et solidarité, on en parlait sur le plateau il y a 2 semaines d'ailleurs, eh ben, on pourrait juguler ça. On pourrait faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que l'enfant qui demain va devenir ton mari ou ton conjoint va comprendre ce qui se passe en lui et va retenir la main qui frappe, va pouvoir canaliser sa force ailleurs, va pouvoir accepter que l'autre n'est pas son objet. Et ça, ce serait l'une des premières choses peut-être à instaurer dans l'éducation à l'école. Qu'est-ce que vous en dites ? J'entends cette phrase du docteur Lamblin qui bataille contre le syndrome d'alcoolisation fétale, qui est peut-être une des premières formes de violence intrafamiliale, puisqu'il y a des enfants qui naissent avec le cerveau lésé. Il dit on s'épuise à éponger le sol alors qu'il y a un robinet qui fuit.
Il dit il faudrait qu'on s'attaque au robinet qui fuit. Et notamment, effectivement, c'est un de nos champs de travail, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire prévenir plutôt que guérir, et effectivement, éduquer les enfants dans ce respect mutuel. L'autre est un sujet et pas un objet qu'il faut contrôler. Parce que souvent, ces hommes qui passent à l'acte, c'est des hommes qui considèrent la femme non comme un sujet, mais comme un objet, et qui ont peur de perdre le contrôle. Le contrôle, ouais. Ouais. Le contrôle sur l'autre. Moi, Il y a des femmes aussi qui ont le contrôle Oui. sur leurs hommes. Oui, comme ça on a aussi des hommes victimes. Des hommes soumis. Quand j'étais dans des centres d'hébergement, ouais. Ouais, t'as vu Au ça début, j'arrive pas à comprendre. Après, après un peu de temps après, j'ai dit pourquoi t'es ici, les faits qu'on se comprend, on parle entre nous et tout. Pourquoi on est là? Donc, quand la personne il se témoigne, il dit oui, moi, ça m'arrive que ma femme me batte et tout ça, ça existe quand même. Mais la plupart, en pourcentage, il y a 80%, c'est des femmes, des victimes que les hommes. Ouais. C'est pour ça qu'on parle pas trop d'hommes, mais ouais, ça existe quand même. C'est fou ça, c'est incroyable. Donc en fait, l'idée de contrôler l'autre peut se jouer dans les deux sexes, mais comme parfois l'homme a plus de force ou qu'il est dans une situation sociale plus favorable ou plus de force physique ou psychique. C'est des a priori aussi à La Réunion. Comment dire, enfin, pas à La Réunion, partout d'ailleurs. L'homme, il est le plus fort, du coup, on va dire que lui, il peut pas subir des violences. Ouais, ça. Mais c'est vrai que pour revenir au même sujet que tout à l'heure, si on n'accompagne pas cette personne-là, si on lui donne une peine de prison, on l'enferme, mais on ne suit pas. Oh, pardon, excusez-moi. On ne suit pas son problème, c'est ce qui le préoccupe. Il garde le problème. Il garde le problème. Le problème, il va c'est grave, ressortir même des fois dans en un an, prison. 2 ans, 3 ans, il va ressortir et ça sera toujours là. Ouais. Et ça va rejaillir sur quelqu'un d'autre après. Ça sera toujours là, ce sera même pire des fois. Oui. Vous confirmez? Ça peut être pire. Absolument. Monsieur confirme. Absolument. On a certains de nos adhérents qui sont spécialisés dans l'accompagnement de ce type de public. D'accord. Et ne pas traiter la cause, ça fera de toute façon, au-delà de nos adhérents, on sait très bien que la prison en soi, c'est pas la solution pour rendre quelqu'un meilleur. Au contraire, ce qu'on y apprend dans ces centres d'enfermement, c'est des fois pire que ce qu'il avait pu apprendre dans Ça, il dit, on peut faire comme ça aussi. Je n'avais pas pensé. Après, On en rigole, mais c'est un rire jaune. Faut se détendre aussi des fois. Mais c'est vrai qu'en faire des sketchs, ça peut déjà détendre et sensibiliser. On vit dans un monde de fous aujourd'hui, pour moi. Je considère ça comme ça, où il y a une paix de l'apparence, mais c'est la guerre dans la conscience. Et on ne sait pas, en tant que parent, si l'enfant demain il va à l'école, il va chez quelqu'un, il va pas se faire violer, si ça peut avoir des attouchements, on en voit partout des choses comme ça, de la violence. Et donc, par exemple, nous, notre fils, on lui a appris à se laver tout seul très vite, très tôt. Et quand on le nettoie, on nettoie pas ses parties intimes. Qui me dit, c'est que toi qui as le droit de toucher. D'accord ? Même nous, ses parents, on le fait pas. Donc, et à un moment donné, il comprend ça, et puis on commence à le sensibiliser sur, il peut y avoir des personnes qui peuvent approcher pour ça. Donc, faut pas croire que c'est ton ami ou quoi. Mais bon, on en arrivé là, quoi. Ouais. C'est un peu triste de le dire, mais on essaie de se défendre un peu comme on peut. Et puis lui, à un moment donné, quand il allait dans la société avec d'autres enfants, il revenait avec des actes de violence extrême qu'il pratiquait sur nous, aléatoirement sur moi ou sa mère. Moi, comme je ne me laissais pas faire, il arrêtait. Et comme sa mère disait rien, c'est un enfant, c'est pas grave, il continuait, et ça s'aggravait encore pire. Jusqu'à ce que la pauvre elle se prenne des coups de balai, de parapluie. Je dis non, on va serrer la vis, on va voir avec lui qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être un besoin d'affection qui n'est pas rempli, il y a d'autres besoins qu'on n'a pas vus. Il y a une dérive où il a dû voir ça quelque part. Donc on a parlé à la nounou, on a parlé aux gens autour. Est-ce que vous avez vu des personnes qui ont ces agissements-là ? Ah oui, très bien. On a suivi le filon en fait de la violence. Déjà en nous, on a travaillé, et puis à l'extérieur pour voir où est-ce que c'était. Et maintenant c'est réglé. Mais c'est réglé pour combien de temps ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Ça peut redébloquer à tout moment.
Donc on a mis en place d'autres routines. Par exemple, pour l'anniversaire, il ne choisit pas de cadeau. Pour son anniversaire, pour nos anniversaires en famille, on offre des cadeaux. Donc en particulier pour son anniversaire, on va dans un jardin d'enfants, on achète 100 ballons, et je gonfle les 100 ballons et on les distribue à plein d'enfants. Et lui, ça va être un bonheur pour lui de donner quelque chose, d'offrir quelque chose le jour de son anniversaire. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas ni à l'école, ni en famille forcément. Mais je serais ravi d'aborder ces réflexions-là avec vous, même de créer des discours, des conférences. Moi, je crée des conférences pour les gens. Et des cas comme ça, c'est magnifique. Je pense qu'il y a des femmes, des enfants qui doivent prendre la parole, à la fois victimes, à la fois auteurs de violences. Il y a beaucoup à construire, mais je me demanderais par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ensemble. C'est vrai que le sujet est vaste, il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup d'émotions derrière. Si on voulait canaliser ça ensemble, sur 2 émissions, là, essayer de créer quelque chose, de lancer quelque chose ensemble, ce serait quoi? Essayez d'y réfléchir, on en parle dans l'émission d'après. D'accord, c'est un lion. À 3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.